Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Goodyear, PSA, Renault, ArcelorMittal, Petroplus, autant de dossiers brûlants qui agitent le paysage social et autant de stratégies syndicales différentes sur ces sites industriels. Alors quel est le rôle des syndicats dans ces conflits sociaux entre divergences au plan national et actions coup de poing sur le terrain? Certaines méthodes posent question, c'est le débat du mardi soir. Devant le Parlement de Strasbourg, François Hollande a défendu sa vision de l'Europe politique. Faire des économies, oui. Affaiblir l'économie, non, a-t-il lancé dans un discours où il a été question aussi de l'intervention française au Mali, alors que sur le terrain, la phase militaire devrait laisser place peu à peu au nécessaire dialogue politique. Notre invité ce soir, il a anticipé dans ses livres de nombreux conflits. C'est le cas avec son dernier opus, Panique à Bamako. Gérard de Villiers, notre invité tout à l'heure. Le débat sur le mariage pour tous est toujours aussi tendu à l'Assemblée nationale. Il y a les clashs, les invectives et les batailles d'amendements, mais aussi des moments plus légers et la fatigue aidant des crises de fou rire. Extrait dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le délai a donc expiré et ce sont finalement 5 offres de reprise de la raffinerie Petroplus de Petite Couronne qui ont été déposées. 2 d'entre elles sont considérées comme sérieuses par le gouvernement. Jean-Marc Ayrault indique que l'État pourrait prendre une participation minoritaire et de leur côté, les salariés soulagés mais toujours mobilisés croient plus que jamais en la survie du site. On voit tout cela avec Joachim Robb. Toute la journée, ils ont attendu, espéré une offre qui sauverait la raffinerie et leurs emplois. En fin d'après-midi, la nouvelle tombe. 5 entreprises sont candidates à la reprise de Petroplus. Soulagement et émotion pour les salariés. Je suis sûr que je fais le tour des unités puisqu'ils sont tous en train de regarder la télé. Il va y avoir le sourire aux lèvres. Et ça, c'est le plus important. On ne va pas dormir ce soir, on va dormir demain soir. Parce qu'on voudra avoir la connaissance de ces dossiers et c'est quand même notre victoire. Des dossiers présentés dans le détail aux 470 salariés demain après-midi. Selon le ministère du Redressement Productif, 2 des 5 offres paraissent sérieuses et financées. Celle du Suisse Terrae et celle d'un candidat surprise, l'Égyptien Arabia, 20 000 salariés et cotés à la Bourse du Caire. Alors, à Petroplus, l'espoir renaît. C'est des dossiers, des gens qu'on connaît, des repreneurs qu'on a vus, nous, notre direction, et on connaît l'intérêt qu'ils ont pour cette raffinerie. Les candidats devront prouver qu'ils disposent de moyens suffisants pour la reprise, mais aussi la modernisation de la raffinerie. L'administrateur judiciaire doit ensuite transmettre les offres jugées crédibles au tribunal de commerce, qui devrait les examiner avant la fin du mois. Depuis le début de l'examen du texte sur le mariage pour tous, vous l'avez vu, l'ambiance est électrique au Palais Bourbon. Invectives, moqueries, clashs ont rythmé les échanges dans l'hémicycle, mais des moments plus légers et puis des fous rires comme celui de la garde des Sceaux sont venus aussi détendre un peu l'atmosphère. Regardez. Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené. Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Bon, s'il vous plaît. Et après l'Assemblée, le mariage pour tous arrive donc au Sénat. Les auditions ont commencé cet après-midi avant que le texte ne soit débattu. En séance, ce sera le 18 mars. Des auditions, vous allez le voir, qui se sont déroulées dans un climat apaisé. Sociologues, philosophes et représentants des cultes se succéderont dans les prochaines semaines pour débattre du sujet. Les détails avec Nathalie Guilloire. Au Sénat, loin des invectives du Palais Bourbon, le temps des auditions a commencé. Une première journée marquée par la présence d'éminents spécialistes, visiblement satisfaits d'avoir pu développer leurs propos. La commission du Sénat m'a accordé, comme vous autres, je suppose 1 heure, alors que, dans mon souvenir, quand j'ai été reçu à la commission des lois de l'Assemblée nationale, nous étions 5 pour 1 heure.
Donc on avait un temps extrêmement limité. La sociologue Irène Théry, déjà auditionnée à l'Assemblée nationale, n'a pas parlé aujourd'hui du mariage pour tous, mais de l'adoption. L'avantage de la deuxième chambre, poursuivre la réflexion de ce projet de loi. Il n'y a pas de redite entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que nous pouvons approfondir des questions qui ne l'ont pas été et dont on aperçoit au fur et à mesure de la discussion qu'au fond, ces malentendus sont au centre. Et je crois que le Sénat va avoir un rôle très particulier dans la capacité qu'il aura à démêler ces malentendus sur la filiation. Pour le rapporteur du texte sur le mariage pour tous, le débat n'en sera que plus serein. On verra quand le débat viendra en séance. Je pense que ce sera beaucoup plus apaisé au Sénat. Et si j'en crois les auditions qu'on a eues cet après-midi, on peut voir que le climat était quand même plus apaisé. Je sais, par le rapporteur et Erwan Binet qui me l'avait dit, que certaines auditions à l'Assemblée nationale avaient été très houleuses. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'on aura un débat plus serein, plus apaisé et peut-être plus constructif. Les auditions au Sénat ne font que commencer. Durant 3 semaines, associations de familles, sociologues, philosophes et représentations des cultes vont se succéder en commission avant l'ouverture des débats. Et direction le Parlement de Strasbourg à présent, où le président Hollande a défendu la solidarité européenne mise à mal par le scepticisme et la montée des nationalismes. Devant les eurodéputés, il a aussi affirmé sa volonté d'arriver à un accord sur le budget de l'Union, un dossier en jachère depuis 18 mois. On voit tout cela avec Faustine Saint-Geniès. Une première visite au Parlement européen en tant que président à 2 jours d'un sommet qui s'annonce difficile. Mais pour François Hollande, un maître mot, le compromis, pour parvenir à un accord sur le budget en cette période de crise. Faire des économies, oui. Affaiblir l'économie, non. Je plaide pour une Europe différenciée. C'est une Europe où des États, pas toujours les mêmes, décident d'aller de l'avant, d'engager de nouveaux projets, de dégager des financements, d'harmoniser leurs politiques. Un discours plutôt bien accueilli dans l'ensemble et pour cause, François Hollande se positionne en allié du Parlement européen. Il y a aussi intérêt, car il faut désormais l'approbation du Parlement pour adopter le budget. Les Européens se déchirent sur ce sujet, avec d'un côté les partisans d'un équilibre alliant croissance et solidarité comme la France. Paris veut préserver les politiques communes et surtout la PAC, dont il est l'un des principaux bénéficiaires. En face des pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou les Pays-Bas, partisans de coupes franches dans les dépenses. Le président du groupe conservateur a d'ailleurs manifesté son hostilité à la gestion de François Hollande. Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, on a compris combien un gouvernement socialiste pouvait faire du mal à un pays aussi talentueux que la France. Monsieur le Président, les quelques mois de votre présidence ont démontré que le socialisme n'était pas l'avenir de l'Europe. Merci. Si les États parviennent à un accord, il mettra fin à 18 mois de négociations budgétaires. Et dans l'actualité, 4 personnes issues du milieu islamiste radical ont été arrêtées ce matin dans la région parisienne, accusées de faire partie d'une filière d'acheminement de djihadistes vers le Sahel. Ils étaient suivis par la DCRI depuis plusieurs mois, selon Manuel Valls. Les détails avec Joachim Rob. Rejoindre ces djihadistes, renforcer les rangs des islamistes radicaux. La filière démantelée ce matin avait un objectif clair, aider les candidats français au djihad à partir au Sahel. 4 personnes qui fréquentaient la mosquée de La Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne ont été interpellées. Une opération menée par la DCRI sous la houlette du juge antiterroriste Marc Trévidic. Le ministre de l'Intérieur prévient, d'autres interventions pourraient suivre. Il y a plusieurs individus, plusieurs réseaux, plusieurs cellules, plusieurs filières qui font l'objet d'une très grande attention de nos services de renseignement. Souvent des individus qui ont déjà maille à partir avec la justice, pas toujours, qui ont été mêlés à des trafics de drogue, des individus qui parfois se sont convertis à cet islam radical. D'autres coups de filet ont déjà frappé des cellules d'islamistes présumées, comme ici en mars dernier, et les services de sécurité redoublent de vigilance depuis le début du conflit au Mali. Nous souhaitons protéger nos compatriotes et nous souhaitons en même temps insécuriser tous ceux qui ont un lien avec ces filières djihadistes. Actuellement, plusieurs Français combattraient aux côtés des djihadistes au Sahel et quelques dizaines d'autres en Syrie.
Et l'invité du 22h ce soir, il est journaliste, écrivain, auteur et créateur des SAS, des romans à succès mêlant le renseignement, la géopolitique et il faut bien le dire une bonne dose d'érotisme. Gérard de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Le New York Times vous a récemment consacré un long portrait, 5 pages, entre fascination et révélation, vous couronnant roi du roman d'espionnage d'anticipation. C'est un beau titre, vous y êtes sensible? Ah, je suis très... Vous savez, le New York Times, c'est quand même le meilleur journal du monde. Donc, être choisi par le New York Times, c'est une consécration. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Une consécration américaine, vous êtes encensé outre-Atlantique? Mondial. Pourquoi un peu, parfois, snobé en France par les milieux littéraires? Parce que je suis de gauche, je ne suis pas de gauche. Et que les milieux littéraires en France sont de gauche. Ils sont totalement colonisés par la gauche depuis une petite 50aine d'années. Donc, certains ne vous reconnaissent pas un talent littéraire, au-delà de cette affiliation politique. Ils ne me reconnaissent même pas un talent tout court. Ils ne me reconnaissent rien. Et la consécration est venue des États-Unis. Alors c'est assez amusant, c'est assez amusant. Dans l'article du New York Times, on peut lire une confidence de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui indique... C'est un homme de gauche. Un homme de gauche, qui indique avoir toujours lu le SAS concernant le pays dans lequel il devait se rendre dans le cadre de ses fonctions. Il en apprenait donc plus dans vos livres qu'avec les fiches détaillées des diplomates du Quai d'Orsay? Écoutez, il faut croire. Vous savez, les diplomates, j'ai beaucoup de respect et de sympathie pour les diplomates, mais ce ne sont pas des gens du renseignement, c'est pas leur métier d'ailleurs. Donc les diplomates sont prudents et ne cherchent pas vraiment à trouver des révélations. Donc au contraire, ça leur fait peur. On est intrigué quand même quand on lit les SAS, et c'est particulièrement vrai pour le chemin de Damas, je vais le montrer, qui est en 2 volumes. Oui. Celui-ci, les 2. On est frappé par les prémonitions intrigantes. Par exemple, vous avez décrit, 1 mois avant que cela ne se produise, l'attaque contre un centre de renseignement syrien, tout près du palais présidentiel, attaque au cours de laquelle des proches de Bachar el-Assad ont été tués. Assef Choukat, exactement. Ce qui s'est passé. Mais vous savez, vous parlez de prémonition. C'est pas vraiment, j'ai pas de boule de cristal. Simplement, j'étudie le contexte, et je fais des hypothèses. Et quelquefois, mes hypothèses sont exactes. Dans le cas d'Assef Choukat, tout le monde savait, dans les milieux un peu informés, qu'Assef Choukat parlait avec les Américains, que les Américains le poussaient comme, disons, solution de rechange avec Bachar el-Assad. Et évidemment que le clan Bachar, surtout qu'Assef Choukat n'était que le beau-frère, il avait épousé la sœur de Bachar. Donc, il représentait un danger pour le régime, donc ils l'ont liquidé. Vous fréquentez toujours assidûment les milieux du renseignement? Toujours, heureusement, parce que sinon qu'est-ce que je ferais? Mais comment on peut naviguer pendant de si longues années dans ce milieu? Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Ce sont des gens les gens du renseignement, qui soient de la DGSE, de la CIA, du KGB, ont beaucoup de points communs. Ce sont des gens honnêtes, très nationalistes, qui aiment leur métier, et ce sont des gens bien. Des gens bien. Ce sont des gens bien, ce sont des gens qui protègent leur pays respectif, bien sûr. Il y a un code de bonne conduite? Oui, il y a un code de bonne conduite. Qu'est-ce que vous devez respecter? Ne jamais parler de vos sources, j'imagine? On ne parle jamais tout court. Sauf à des gens sûrs. On ne révèle jamais, si vous voulez. Vous avez un petit cercle. Ils se reconnaissent dans ces livres. Ils se reconnaissent, mais tout est codé. Tout est codé. Alors, votre héros, Malko, s'est de nouveau rendu en Afrique, au Mali. Ses aventures font l'objet d'un SAS que voici, Panique à Bamako. Oui. Et vous y étiez en juillet dernier. Voilà. On sentait, et vous le décrivez, la menace imminente des djihadistes. Bien sûr, puisque les djihadistes venaient de s'emparer déjà de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Bon, l'armée malienne était en pleine déroute. J'ai rencontré le capitaine Sanogo qui avait donc fait le coup d'État, qui est un homme charmant, qui a 3 petites filles, qui est très gentil. Et donc on savait. Mais moi j'ai été surpris, je le dis, de l'avance. Les djihadistes se sont crus plus forts qu'ils n'étaient. Et surtout ils ont cru Hollande. Moyennant quoi, il ne faut pas le croire. Pourquoi? Parce que Hollande avait juré que jamais un soldat français ne mettrait les pieds au Mali. Vous avez été surpris par la rapidité, la célérité de l'intervention française au Mali? Je ne suis pas. Je trouve que c'est une très bonne décision. Il y avait une bonne chance, parce qu'il y avait entre Mopti et Bamako, il n'y avait rien, il y avait du désert.
Donc, avec des Toyota, on y arrivait en 5-6 heures. Donc, comment dirais-je, la décision de François Hollande était une bonne décision. Les djihadistes ont été pris complètement à contre-pied, parce que c'est comme, vous savez, il faut revenir un peu en arrière. Quand les talibans, quand les Américains ont suscité l'attaque de l'Alliance du Nord sur les talibans, qui tenaient le pays, qui tenaient Kaboul, qui tenaient tout, les talibans n'ont pas résisté. Ils sont partis vers le sud. Oui. Comme là, là, ils sont partis vers le nord. Parce qu'ils ne sont pas fous, ces gens-là. Pourquoi voulez-vous? Ils ont des Toyota, ils ont des canons sans recul, ils ont du 23 mm. Oui. Enfin, ils ne se sont pas évaporés. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, précise ce soir qu'il y a eu des centaines de morts. J'y crois pas une seconde. Comment? J'y crois pas. Les bombardements n'ont touché personne? Pas beaucoup de monde, parce qu'ils sont partis très vite. Et puis, vous avez vu beaucoup de cadavres? Ils sont partis où? Dans le nord. Ils sont partis. Je croyais qu'il y avait des bombardements intensifs dans le nord. Il y a aussi des bombardements dans le nord. Sur des réserves, des trucs. Moi, je pense qu'il y a eu quelques dizaines de morts. On n'a trouvé aucun cadavre, c'est quand même curieux. Bon. Il y a très peu d'images de cette guerre. Il n'y a pas d'images, mais ça c'est une politique. Les Américains ne donnent pas beaucoup d'images. Ça ne me choque pas du tout. Gérard de Villiers, le récit fourmille quand même de détails qui prouvent encore une fois que vous êtes très renseigné. On lit des choses sur le fonctionnement interne des terroristes comme le Moudjahou ou encore Ansar el-Din. Est-ce que vous avez travaillé avec des personnes qui ont infiltré ces groupes? Je suis content d'ailleurs de pouvoir rendre hommage à des journalistes africains que j'ai rencontrés. Il se trouve que beaucoup d'Africains aiment beaucoup mes livres, donc j'ai eu un petit préjugé favorable. Et j'ai rencontré des journalistes africains qui travaillaient remarquablement bien. Et c'est eux qui m'ont nourri, parce qu'eux, ils allaient voir les journalistes, ils allaient voir les islamistes. Donc, dont un, par exemple, qui s'appelle Serge Michel, et qui était, depuis quelque temps, depuis le mois de novembre dernier, c'est-à-dire ça fait un peu plus d'1 an maintenant, c'était le canal historique du Moudjahou. Donc c'est à lui que le Moudjahou vous aviez, à travers eux, des contacts directs avec ces groupes terroristes. Alors justement, concernant les otages français qui seraient détenus dans le massif des Sifoga, notamment par le Moudjahou, la France a une attitude très ferme. François Hollande a déclaré « Les ravisseurs doivent comprendre que le moment est venu de libérer les otages ». Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, les contraindre? Je trouve que cette phrase est à mourir de rire. Parce que les ravisseurs, qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Pourquoi voulez-vous qu'ils libèrent les otages? Les otages sont vraisemblablement, d'après ce qu'on peut, en restant dans la logique, sont répartis dans 3 ou 4 sites différents, dans une zone immense, avant qu'on les trouve. La dernière tentative de libération d'un otage en Somalie a montré ce que ça pouvait faire. Dans votre livre, d'ailleurs, vous décrivez l'enlèvement d'Algériens. Oui, tout à fait. Il existe l'inhumanité des ravisseurs, qui ne sont pas prêts du tout à livrer... pas du tout. Pas du tout, ce sont des fous furieux. Ce sont des fous furieux. Mais le vrai problème du Mali, on commence à en parler un petit peu, c'est qu'en réalité, le Mali, c'est 2 pays. Le Mali géographique est un seul pays, mais le vrai Mali, il y a 2 pays. Et il y a le Mali africain qui va jusqu'au Niger, et au sud du Niger, ce sont des Africains. Et puis il y a le Mali du Nord, c'est le désert. Et alors il y a des Touaregs, il y a des Berabiches, il y a des gens, mais des gens du désert. La phase politique, le dialogue sera sensible, sera difficile. Le dialogue risque de se passer à la machette. Non, on l'espère pas quand même. Mais si ça a déjà commencé, rassurez-vous. Pour terminer, Gérard de Villiers, 2 questions. Où se déroulera le prochain périple de Malko? À Kaboul. C'est un retour? Kaboul, oui, j'aime beaucoup Kaboul, j'aime beaucoup les Afghans. J'ai pas mal d'amis là-bas et je suis très content d'aller là-bas, de retourner là-bas. Comment on peut définir vos livres? Des romans d'espionnage d'anticipation, comme le dit le New York Times, ou finalement des contes de fées pour adultes? Ça, c'est l'expérience, le conte de fées pour adultes, c'est mon premier éditeur qui s'appelait Marcel Julien, qui était un homme remarquable, qui avait inventé cette invention. Donc la définition inventé cette expression, des contes de fées pour adultes. Je trouve ça merveilleux. Du renseignement, de la géopolitique, de l'érotisme et beaucoup de détails. Merci beaucoup, Gérard de Villiers, d'avoir été notre invité. Merci à vous. La suite du 22h avec l'actualité sociale à présent. Goodyear, PSA, Renault, ArcelorMittal, Petroplus, autant de dossiers brûlants qui agitent le paysage social. Nous nous intéressons dans un instant au rôle des syndicats dans ces conflits sociaux. Un rôle bien sûr qui a beaucoup évolué ces dernières années avec l'émergence de figures emblématiques comme Édouard Martin de Florange ou encore Jean-Pierre Mercier à PSA.
Aulnay. Chacun a su incarner personnellement le combat de son site, de son usine. Mais entre divergences dans l'intersyndicale nationale et actions coup de poing sur le terrain, certaines méthodes et stratégies posent question. C'est le débat du 22h, juste après le tour de l'info, préparé ce soir par Cécile Sixou. Regardez. Le gouvernement donne son feu vert. Une salle de shoot va être expérimentée à Paris. Ces lieux où la consommation de drogue se passe dans de bonnes conditions d'hygiène doivent notamment permettre de réduire les troubles à l'ordre public. Toujours illégal en France, les salles de shoot existent dans une dizaine de pays européens. En acceptant un test parisien, Matignon espère confirmer la faisabilité du projet à d'autres villes candidates comme Marseille, Bordeaux ou Strasbourg. Arnaud Montebourg veut savoir ce que sont devenus les 5 millions d'euros étrangement disparus dans les comptes du groupe Hersent. Le ministre du redressement productif a saisi la justice. Une enquête pour abus de biens sociaux a été ouverte. Elle vise des transactions financières suspectes en 2012 entre le groupe au bord de la faillite et le golfe de Nantilly en Eure-et-Loire, propriété de la famille Hersent. En parallèle, une commission parlementaire va bientôt être créée pour tirer au clair les conditions de reprise du groupe par Bernard Tapie. Il tire la sonnette d'alarme. Jean-Marie Delarue, le contrôleur des prisons, dénonce le maintien injustifié de patients dans des unités pour malades difficiles, des structures prévues pour accueillir des personnes dangereuses. Normalement, une fois soignés, ces patients devraient être renvoyés en hôpitaux psychiatriques, mais souvent les hôpitaux les refusent par peur des violences. Depuis 2011, le contrôleur a déjà alerté 5 fois les ministres de la Santé successifs sur la question. Une première pour Barack Obama, le président américain se rendra en Israël au printemps prochain, même si on ne connaît pas encore la date exacte. L'occasion pour les deux pays de réaffirmer leurs liens profonds et d'avancer sur les dossiers de l'Iran et de la Syrie. Après Gérard Depardieu, Richard Virenque, l'ancien cycliste part s'installer en Belgique, mais contrairement à l'acteur français, ce ne sont pas des raisons fiscales qui le motivent, mais des raisons professionnelles et affectives. Le regard de Plantu du monde se porte aujourd'hui sur François Hollande. Parachuté au Parlement européen de Strasbourg après sa visite à Tombouctou, le président de la République a gardé son habit de chef de guerre. Deux usines à Amiens se font face. D'un côté, Goodyear et de l'autre, Dunlop. Toutes deux fabriquent des pneus. Mais tandis que les désormais célèbres ouvriers de Goodyear sont suspendus à la décision de justice qui validera ou non le projet de fermeture de leur usine, eh bien ceux de Dunlop ne craignent pas pour l'instant pour leurs emplois, eux qui ont accepté un accord de compétitivité. Mais à quel prix? Regardez cette enquête de Fabrice Cunet. À l'entrée de l'usine Goodyear d'Amiens, c'est l'heure du changement d'équipe. Le groupe a annoncé son projet de fermeture du site voilà quelques jours. Ce matin, le syndicat majoritaire termine une opération de tractage dans les ateliers. C'est l'agenda de la semaine, c'est rappeler l'agenda de la semaine et puis remettre chaque... On était critiqué par les politiques, on a été critiqué par la CFDT, donc on a rappelé un certain nombre de choses. Car la CGT ici est montrée du doigt. En 2007, elle s'est opposée à un accord sur la flexibilité du temps de travail. Conséquence, les investissements sont gelés. L'usine tourne au ralenti et perdrait 60 millions d'euros en 2011 selon la direction. Effectivement, la CGT est responsable. Mais responsable d'une seule chose, c'est que cette usine aujourd'hui existe encore. Parce que si on avait écouté les politiques à l'époque et si on s'était laissé faire, on serait tous au chômage. Près de 1200 emplois sont menacés aujourd'hui. Mais le choix est clair, celui du bras de fer juridique. Et la CGT compte ses victoires. On s'est battu pour faire annuler 5 premiers PSE. Et puis ce projet-là, on le fera annuler tout pareil. On a suffisamment d'arguments aujourd'hui, de chiffres, de données économiques, pour dire que cette usine n'a aucune raison, il n'y a aucune justification à sa fermeture. De l'autre côté du parking, le site Dunlop. Les deux usines appartiennent au même groupe. Mais ici, depuis 2007, les salariés travaillent en 4-8. 2 jours du matin, 2 jours de l'après-midi, 2 jours de nuit, pour 2 jours de repos. Un rythme infernal, mais pas de plan social. C'est sûr qu'aujourd'hui, le 4-8, c'est quand même contraignant pour la vie familiale et culturelle des salariés. Chacun regardera les bilans de chaque côté. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'on a pris le meilleur chemin. Est-ce que ça nous sauvera? Je ne sais pas, mais néanmoins, nos emplois, ils sont encore là pour l'instant. Car Thierry Recoupé le sait, l'accord doit être renégocié fin 2014.
Bien sûr, 50 millions d'euros ont été investis et les coûts de production ont baissé de 20%, mais l'avenir est incertain. Reste que de l'autre côté de la route, chez les Goodyear, on s'interroge. Oui, ça se dit dans l'usine qu'on n'a pas fait le bon choix, mais malheureusement, il est trop tard. C'était avant qu'il fallait décider, et là maintenant, on peut que attendre la décision de Goodyear. Dominique travaille depuis 30 ans dans cette usine. Des menaces de plans sociaux, il en a connu. Mais cette fois, comme un symbole, sa moto est à vendre. Je ne pourrais pas la garder. Après, ça va faire quand même une descente quand même dans le salaire quand même. Hein. Déjà, si je retrouve un travail de SMIC, ça sera pas mal. L'avenir de Dominique et de son usine Goodyear se jouera certainement devant les tribunaux. Celui du site Dunlop est suspendu à de nouvelles négociations. Et pour l'instant, impossible de dire quelle stratégie sera payante. Voilà pour ce reportage notre journaliste Fabrice Cunet et nos invités à présent autour de cette actualité sociale brûlante. Avec nous Éric Aubin, bonsoir et bienvenue. Membre de la direction confédérale de la CGT. Avec nous également Philippe Marini, bonsoir. Bienvenue, sénateur UMP de l'Oise et président de la commission des finances au Sénat. Avec nous également Jean-François Madieu, bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste des relations au travail et auteur de ce livre, DRH, le livre noir, embauche, salaire, carrière, la vérité qui dérange aux éditions du Seuil. Avec nous également notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous. Alors messieurs, nous allons parler de ces différents aspects. Nous avons vu les différentes stratégies pour les syndicats. Mais d'abord, je voudrais avoir votre perception, votre regard sur le rôle joué aujourd'hui par les syndicats de manière générale dans ces différents dossiers et conflits sociaux. Ce qui prime, c'est toujours la lutte pour l'emploi pour les syndicats. Voilà, Philippe Marie. J'ai un peu le sentiment que dans la culture syndicale, il reste beaucoup de lutte des classes. Et que ceci se traduit par des attitudes qui certes sont des attitudes de défense professionnelle ou de catégorie professionnelle, mais des attitudes globalement hostiles à l'entreprise. Et je pense que bien des épisodes le montrent, des refus systématiques, par exemple, de reprise partielle dans le cas de Goodyear, aujourd'hui coûtent très cher. À mon avis, c'est la traduction de ce syndicalisme révolutionnaire qui est dans les gènes de nos syndicats d'aujourd'hui. Alors peut-être est-il assis en face de vous, peut-être, Éric Aubin. Est-ce que vous êtes au syndicalisme révolutionnaire? Est-ce que vous vous battez évidemment pour l'emploi, mais pas que? Je crois que la priorité des salariés, que ce soit chez Dunlop, chez Goodyear, les Conti hier, la lutte effectivement pour conserver l'emploi, pour conserver l'outil de travail. Après, effectivement, je crois qu'on a un problème de dialogue social, me semble-t-il, moi, en France. Et le problème, c'est que pour créer le dialogue social, il y a quelques conditions à remplir. Je pense qu'il faut le respect, la confiance, donner une autre place à l'organisation syndicale à l'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Dans une entreprise comme Goodyear, je vois bien qu'on essaie d'opposer les organisations syndicales entre elles, ce qui ne va pas aider effectivement à rétablir un dialogue social de qualité pour gérer l'entreprise et écouter les organisations syndicales qui ont des propositions à faire. Parce que souvent, ce que l'on constate, c'est le cas des Fralib, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône. On a un projet alternatif, sauf qu'ils n'ont pas le droit de le mettre sur la table, de le défendre. Donc la mobilisation, y compris parfois l'occupation, est la seule façon de réagir pour ces syndicalistes et ces salariés. Aussi, vous dites on cherche à opposer les syndicats. Et pourtant, Jean-François Madieu, est-ce qu'on peut constater l'existence désormais nette, en tous les cas au plan national, de deux grands fronts syndicaux? Il y aurait d'un côté la CFDT, réformiste et plutôt mesurée dans ses méthodes, et la CGT, un peu plus jusqu'au boutiste et peut-être politisée avec l'extrême gauche. Hop. Je vous donnerai la parole juste après. Oui, donc la grille de lecture est un tout petit peu plus compliquée. Et d'ailleurs, on le voit par exemple dans le dossier ArcelorMittal, c'est bien la CFDT qui monte en première ligne. Au fond, dans les conflits de défense de l'emploi, on trouve diverses organisations. Je voudrais dire que il ne faut pas, je pense, avoir une lecture, je dirais, de lutte de classe dans ces affaires, parce que ce sont des conflits de défense de l'emploi. Et au fond, on verra après les formes d'action parfois dures qui sont prises. Mais je voudrais juste revenir et aller dans le sens d'Éric Aubin, s'agissant des conditions à remplir pour négocier les accords de productivité, puisqu'on voit que dans certains cas c'est difficile, et ces conditions préalables n'ont pas été remplies. Je prendrai un seul exemple. On évoque souvent le cas allemand ou les pays d'Europe du Nord. Dans ces pays, il y a depuis bien longtemps une représentation d'administrateurs salariés avec droit de vote dans des proportions très importantes, et à partir de tout petits effectifs d'entreprise, comme dans les pays scandinaves. Il a fallu attendre le dernier accord il y a 2 semaines pour qu'on introduise un représentant à partir de 5000 salariés.
salariés. Donc si vous voulez, ça paraît une anecdote et un symbole, ça ne l'est pas. Je crois qu'il y a des signaux. Après, c'est la question de la rémunération des dirigeants aussi. Je pense qu'il y a des signaux importants. Mais vous dites pas de fracture. En tout cas, il ne faut pas avoir une grille de lecture aussi simple. Mais quand même, les méthodes de la CGT, de PSA, ont été montrées du doigt et dénoncées notamment par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, Jean-Louis Gombault, qui ne partage pas, dit-il, les mêmes méthodes, dit-il, de menaces sur les biens et les personnes. Il y a quand même, pas une fracture, mais deux fronts distincts. Oui, il y a une différence de méthode parce qu'il y a une différence d'analyse. Qu'est-ce qu'on fait dans la crise? C'est ça. Et alors c'est intéressant de voir, je notais au fur et à mesure que vous parliez les uns et les autres, on a parlé de Fralib, de Goodyear, d'ArcelorMittal. Qu'est-ce que c'est que ces entreprises? Ce sont des entreprises qui ne sont pas nouvelles, mais qui arrivent dans le paysage économique français de manière qui sont des entreprises multinationales et qui ont une organisation à l'échelle mondiale, et ça pose aux syndicats une question un peu nouvelle. C'est pas qu'il n'y a jamais eu de multinationale avant, mais si vous prenez tout ce qui se passe, par exemple chez Renault, c'est devenu un complexe, ça s'appelle Renault, Nissan, Dacia, c'est roumain, c'est japonais, c'est indien, ça va être algérien, c'est français. Et donc, à partir de là, comment on aborde la confrontation ou la négociation avec des entreprises de cette taille? Et ça, c'est un problème nouveau pour les syndicats. Et alors, il y a les gènes dont parlait M. Marini, je finis juste à l'instant. Il y a quand même un historique de la CGT qui est un historique de lutte de classe et qui continue et qui ne peut pas rompre facilement avec cette... Et puis, il y a l'historique de la CFDT qui continue sur son chemin, elle aussi, qui est un gène plutôt de négociation. Et comme la situation est nouvelle, eh ben, ça s'écarte. Il y a l'historique du MEDEF aussi. Oui. Parce qu'on oublie aussi parfois la partie en face. C'est vrai, mais le débat, ce soir, c'est autour des syndicats. Voilà pourquoi. Mais on peut faire un débat autour le rôle des syndicats et la position que prennent les syndicats, les situations sont aussi parfois liées à l'attitude, y compris ceux qu'on a en face. Donc c'est extrêmement désagréable d'avoir y compris un patronat qui est arc-bouté, qui n'écoute pas les syndicats. Vous dites que certaines méthodes qui sont menées sur certains sites découlent de l'attitude du MEDEF. C'est ça? Oui, alors c'est toujours difficile de parler de l'extérieur, parce que quand on n'est pas dans l'usine, on ne voit pas toujours ce qui s'y passe. Mais néanmoins, moi ce que je constate, c'est que là où il y a un vrai dialogue social, c'est-à-dire confiance, respect dans la durée, on arrive à avoir des accords qui tiennent la route et qui sont partagés par l'ensemble des organisations. Il y a parfois des contradictions fortes dans ce paysage syndical. Bon, qu'au départ, bien sûr, nous simplifions. Je prends quelques exemples. Dans le domaine maritime, la CFDT a 6 France. La CGT à la SNCM ont eu, de mon point de vue, des comportements assez analogues de quasi-appropriation de l'entreprise. C'était d'un côté la CFDT, de l'autre côté la CGT. Par ailleurs, quand je me souviens du conflit que j'ai vécu très douloureusement de Continental. Et Continental avait joué en 2007 le jeu de la flexibilité. C'est un bon exemple. La CFTC avait mené cette négociation après avoir évincé la CGT. Bien entendu, tout est tombé par terre avec un changement brutal de ligne du côté de l'actionnaire allemand. La CGT a repris sa majorité, sachant qu'il s'agissait d'une CGT très particulière, parce que contrôlée par un groupe lutte ouvrière. Alors en réalité, dans ce paysage syndical, il y a une grande variété. Je pense que le travail des confédérations doit être difficile. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est facile. Le problème, c'est qu'on a de multiples exemples qui montrent qu'effectivement, des salariés ont accepté la flexibilité des baisses de salaire. Le premier, c'est Villevorde. Si on remonte un peu plus loin, on a eu Villevorde, on a eu les Conti, mais moi j'étais en réunion aujourd'hui avec le secrétaire général de la Fédération de la Métallurgie qui nous faisait part qu'il y avait une liste énorme d'entreprises qui effectivement avaient imposé de la flexibilité et qui derrière finalement avaient mis en place des plans de restructuration. C'est un problème important parce que l'exemple de Continental, la CFTC elle-même et au plus haut niveau, s'est quand même alarmée et inquiétée des suites et effectivement des accords de compétitivité qui avaient été conclus. Car le problème, et d'ailleurs c'est la même chose pour Goodyear, c'est que les engagements, combien de temps tiennent les engagements? Est-ce que la survie est durable? C'est la question. Donc effectivement, cette question vaut d'être posée. C'est pour ça que le bilan d'ailleurs pour Goodyear, il est peut-être trop tôt pour le faire. L'histoire, on peut la faire après, mais c'est... En tout cas, il y a un climat social qui est particulier puisqu'on apprend qu'il y aurait une note officielle du ministère de l'Intérieur pour anticiper, je cite, les risques d'incidents, les éventuelles menace sur l'outil de production en cas de radicalisation d'un conflit. Manuel Valls l'a confirmé aujourd'hui. Il craint, dit-il, les explosions sociales qui peuvent avoir des conséquences sur l'outil de production
Vous êtes surveillé. Non, mais je pense qu'il ne faut pas s'étonner non plus qu'on puisse avoir une montée, effectivement, des conflits et des conflits qui se durcissent. On est dans une situation de crise, on l'a dit, c'est des centaines de millions d'emplois, centaines de milliers d'emplois qui sont détruits mois après mois. Enfin, je veux dire, je ne suis pas surpris, moi, que les salariés essaient de défendre leur outil de travail. Par contre, je ne suis pas, moi... Enfin, je défends, je pense que beaucoup défendent leur outil de travail, y compris l'entretiennent alors que les usines ne fonctionnent pas. Je parlais des freins tout à l'heure, c'est tout à fait le cas, mais c'est le cas aussi ailleurs. Donc je pense que imaginer que dans tous les conflits, les salariés vont détruire l'outil de travail, je pense que c'est pas juste. Et on peut aussi parler des patrons qui sont peut-être pas exempts de toute critique. Jean-Louis, d'ailleurs, les salariés le disent, hein, c'est dans l'humanité, on est des ouvriers, pas des casseurs. Bon, les casseurs, c'est les patrons. Alors, justement, c'est intéressant parce que notre émission est commencée par Goodyear. Et je crois que ce qui s'est passé la semaine dernière sur Goodyear est extrêmement important. Parce qu'en fin de compte, ça fait 5 ans qu'il y a un conflit sur Goodyear. Et je crois que la CGT n'a jamais dû croire, n'a jamais dû penser qu'ils oseraient fermer. Or, ils ont dit, je ne parle pas des responsabilités, on ferme. Et je crois que sur la question de Renault, ce a une très grande importance. Parce qu'il y a la démonstration, si vous ne signez pas, nous fermons, parce que ça ne peut plus durer comme cela. Ça peut faire jurisprudence. Ça peut faire jurisprudence sociale, on va dire. Et quand Renault vous dit, et là et les syndicats de Renault doivent le prendre au sérieux, si vous ne signez pas notre accord de compétitivité, il y a 2 usines en jeu. Et l'exemple de Goodyear montre que c'est possible. Et peut-être que vous n'avez pas cru que c'était possible. C'est le cas ? Non, mais moi je crois que rien n'est fait au hasard. Dans la période où effectivement un accord a été négocié, soumis à signature à partir du 11 janvier sur notamment les accords compétitivité-emploi, on a cette attitude des Goodyear. Je pense que moi je lis les deux. Effectivement, il faut montrer aujourd'hui que si on ne signe pas ces accords, on va droit à la catastrophe. Or, moi je constate qu'on va avoir beaucoup de difficultés à mettre en œuvre cet accord. D'abord, parce qu'il ne répond pas aux normes internationales, aux conventions, etc. Vous l'avez pas signé et puis vous l'avez détruit, de toute façon. Non, mais juridiquement, il y a énormément de points qui ne tiennent pas la route, donc ça, je crois qu'on pourra... Il y en a certains qui vont vous rendre service peut-être dans les prochains mois quand cet accord sera retranscrit en loi. Non, mais il faudra, je pense, expliquer aux salariés que quand il n'y a pas d'activité, on va leur baisser le temps de travail, on va leur baisser leur salaire alors qu'ils ont des charges incompressibles. Enfin, les salariés n'ont plus de quoi finir les fins de mois, et on va leur dire pendant 2 ans, vous allez baisser votre salaire de 300 ou 400 euros parce qu'on n'a plus d'activité. Oui. Quand cet accord a été conclu, un autre sénateur, vous connaissez bien Gérard Larcher, est venu sur ce même plateau pour dire voilà, le dialogue social avec cet accord, il est là. C'est une question de réalisme. Dans une situation économique donnée, il faut parfois faire des sacrifices pour sauvegarder l'essentiel. Je conçois que c'est très difficile c'est plus facile quand du côté syndical, mais lorsqu'il faut redresser une entreprise et maintenir un maximum d'emplois, il est compréhensible que des efforts soient demandés à tous. Cela n'a rien d'étrange. Une casse minimum, c'est ce qui est On a un vrai problème en France. On disait tout à l'heure, la place des organisations syndicales. On n'a pas le droit de citer en termes de stratégie des entreprises sur les choix. Je disais beaucoup de syndicats CGT, mais même autres syndicats font des propositions sur la table. Jamais ils ne sont écoutés parce que de toute manière, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent défendre leurs projets et de toute manière, le MEDEF ou le patronat en question n'en veut pas. Donc il faut redonner la place aux organisations syndicales et leur permettre de participer aux choix stratégiques, y compris. Parce que, au bout du compte, c'est toujours eux qui subissent les conséquences. Certains vont être partie prenante dans les conseils d'administration. Oui, mais enfin, on en connaît les limites. On en connaît les limites. Parfois, le syndicalisme réformiste, il faut le reconnaître, n'est pas payé de retour. Je prends 2 exemples. Mes amis de la CFTC de Continental, qui ont été jetés, et dans le secteur public, la CFDT et son secrétaire général, qui était sur le point de compromettre avec le ministre de la Culture de l'époque pour trouver un accord sur les intermittents du spectacle. Et le ministre Ayagon, il n'a pas osé, ou il n'a pas pu, ou il n'a pas su faire. Et la CFDT en est restée extrêmement amère pendant longtemps. Quand la rancune nous tient. Alors, messieurs... Sur l'exemple intermittent des spectacles, je pense que si on avait écouté la fédération CGT, qui est largement majoritaire, on aurait peut-être trouvé des solutions. On n'a pas voulu les écouter. Alors, il y a un autre aspect important, Jean-François. C'est parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le conflit paye, et très souvent, il est apprécié par les Français. Les grèves sont très populaires, notamment celles qui
de défense de l'emploi, et que par conséquent, les stratégies syndicales, finalement relativement conservatrices, on va dire ça comme ça, se révèlent souvent assez payantes, justement en raison de la médiatisation. Voilà, c'est ce dont exactement je voulais parler, cet aspect de la médiatisation des conflits. Avec cela, il y a une génération de militants syndicaux charismatiques, bons clients, comme on dit pour les médias. Aux formules choc, on se souvient de celle d'Édouard Martin. Florange va devenir le cauchemar du gouvernement. Ça a dû les marquer au gouvernement. Quel regard vous portez sur ces leaders nés ? D'abord, ils deviennent leaders parce qu'il y a une situation particulière. On les appelle des stars dans ce milieu. Oui, mais ça dure le temps du conflit. Et bien souvent, on retombe vite sur terre. Et voilà. Et d'ailleurs, on peut retomber mal. C'est vrai pour nombre de militants qui ont été mis en avant pendant quelques semaines, quelques mois. Oui. Le jour où le conflit se termine, on retombe. Je crois que c'est pas ce que recherchent en tout cas les militants syndicaux. Les militants syndicaux, excusez-moi du terme, ils jouent avec les médias parce que ça leur sert dans la lutte qu'ils mènent dans leur entreprise, bien entendu. Donc je crois que c'est effectivement un jeu, entre guillemets. Je pense que ce sont des attitudes qu'il faut respecter, car ce sont des activités, si j'ose dire, très physiques, n'est-ce pas? S'adresser en public, à une foule qui est sous tension, il faut savoir le faire, il faut avoir le charisme. Il faut avoir un raisonnement bien structuré. Voilà. Non, mais je dis que c'est une fonction qui est certainement utile et nécessaire. Je ne me prononce pas sur le fond. Je veux dire que dans notre monde politique aseptisé, où il y a des micros partout et où la parole est devenue tellement facile, je pense que le leader syndical, lui, il est dans des conditions différentes et on peut comprendre que ce soit une bonne méthode de sélection. Jean-Louis ? Attention, la starification est un piège. C'est dans tous les milieux. Dans tous les milieux, que ce soit à la télé ou que ce soit dans un mouvement syndical. Et ça, je crois aussi qu'ils peuvent se laisser prendre au piège, même si je les trouve la plupart du temps en tant que professionnels excellent pour la plupart, pas tous. Donc c'est un piège. Mais on peut revenir sur ce que Sonia a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire la tension. Je crois qu'il faut s'attendre à des tensions très fortes, parce que la crise s'aiguise et les déceptions augmentent. Et vous avez une déception qui augmente et une crise qui s'aiguise, c'est peut-être pas une bombe, mais c'est de la dynamite. Et alors je ne sais pas, personne ne peut savoir ici par avance comment tout cela va se traduire. Mais c'est clair qu'il y a des éléments de tension. Donc Éric Aubin, il faut quelque part la sagesse. Et on parle beaucoup des conflits dans les grandes entreprises, comme on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a tous les secteurs où on ne parle pas, mais qui suppriment des milliers d'emplois. Moi, je connais bien la construction, par exemple. Le bâtiment annonce 40 000 suppressions d'emplois, les travaux publics 6 000. Dans le bois, on ferme les usines les unes après les autres. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, y compris le fait que l'on ne parle que des conflits qui sont médiatisés comme ça, ça incite les autres à essayer finalement de médiatiser leurs propres conflits dans les différentes entreprises. En conclusion, plusieurs syndicats n'avaient pas caché lors de la présidentielle leur préférence, ils n'ont pas caché du tout pour François Hollande, mais dans leur comportement aujourd'hui, dans votre comportement, ces mêmes syndicats réagissent de la même façon sous un gouvernement de droite, de gauche. Tout ça pour ça. C'est même historiquement, en termes de conflit, ça risque d'être beaucoup plus délicat avec un gouvernement de gauche. Il y a beaucoup de précédents, surtout quand il y a eu des engagements qui ont été pris. Donc classiquement, il faut s'attendre, et on peut s'attendre à beaucoup plus finalement de conflictualité, justement parce que c'est un gouvernement de gauche. Donc les observateurs étrangers se trompent, qui faisaient crédit à cette majorité d'être plus proche des partenaires sociaux et donc de mieux assurer la cohésion sociale, ce qui nous a valu un très bon rating. On peut dire que c'est la continuité. Et des taux d'intérêt très bas. C'est la continuité, on ne va pas s'en féliciter. En tout cas, on aura l'occasion de reparler de ce sujet, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission politique Preuve par 3. L'invité ce soir, c'est le sénateur et maire de Lyon, Gérard Collomb. Je vous souhaite une belle et douce soirée. À demain, avec plaisir.
Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste de Lyon, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous conservez, on peut le dire, depuis l'alternance, votre liberté de ton. Tout ne vous plaît pas dans les priorités du moment. Gérard Collomb, vous nous le direz d'ailleurs dès le début de cette émission, réalisée pour la première fois cette semaine en partenariat avec Dailymotion, acteur majeur du net évidemment, qui permet d'ailleurs aux téléspectateurs de vous interpeller et de réagir à cette émission, avec également toujours comme partenaire l'agence France Presse, représentée ce soir par Suzette Bloch, qui vous interrogera, elle, sur votre défense obstinée du cumul des mandats, et oui, en opposition avec François Hollande. Et puis Perrine Tarnaud, de Public Sénat, nous rejoindra en fin d'émission pour ouvrir certains dossiers lyonnais, qui vous mettent d'ailleurs aussi parfois en opposition avec la politique gouvernementale. Je pense à la réforme des rythmes scolaires. On ne sait toujours pas si vous allez appliquer cette réforme dès la rentrée de septembre. On sait qu'en ce moment, vous devez, vous socialistes, vous porter au secours de Vincent Payon, qui est bien empêtré dans cette réforme des 4 jours et demi d'école. Un mot d'abord, Gérard Collomb, sur l'intervention au Mali décidée par le général Hollande. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'un tournant ou d'une parenthèse du quinquennat ? D'abord, je voudrais dire que je pense que c'est une bonne décision. On ne pouvait pas laisser se constituer dans cette région du monde un foyer qui aurait été un foyer où le terrorisme aurait pu avoir ses bases et frapper au sein même de la France. Donc je crois que François Hollande a eu raison d'intervenir. Et donc c'est une bonne décision. Alors est-ce que c'est un tournant ? Bien sûr. Est-ce que ça change son image, par exemple ? C'était la question. Sans doute un peu. Ça change son image. C'est une décision forte. Comment était-il avant ? Comment le voyez-vous maintenant ? Et je ne crois pas qu'on puisse aborder les problèmes comme cela. Mais c'est clair qu'il a pris ses responsabilités, que la France est intervenue, en plus de manière extrêmement efficace, qu'aujourd'hui les problèmes de court terme sont réglés. Ceux de moyen terme, évidemment, restent encore totalement ouverts. Mais c'était une décision courageuse et il l'a prise courageusement. Voilà, il ne vous a pas surpris ? Non, je trouve que c'est bien. Est-ce que vous attendez aussi, d'abord, surtout, le général Hollande contre le chômage, vous ? Mais évidemment, je crois que c'est la question principale des Français. Aujourd'hui, les problèmes d'emploi, les problèmes de désindustrialisation sont évidemment au cœur de l'actualité. Je lisais encore sur les journaux d'aujourd'hui. Depuis 2009, un millier d'entreprises industrielles qui ont fermé. Évidemment que c'est un problème extraordinaire et que cela affaiblit notre pays et crée beaucoup de malheurs pour un certain nombre d'habitants. Alors, les plans sociaux sont bien sûr très présents dans l'actualité politique, Gérard Collomb, mais en ce moment, il y a un débat qui domine, c'est le mariage gay. Est-ce que vous estimez qu'il est temps de passer à autre chose ? Je crois que, évidemment, c'est pas la question que se posent celles et ceux qui sont effectivement victimes des problèmes du chômage aujourd'hui. Et donc, il ne faudrait pas que le PS demain soit perçu uniquement comme le parti qui s'occupe des problèmes sociétaux, même s'ils sont importants, mais celui qui résout les problèmes auxquels notre pays est confronté. Et le défi, il est essentiellement économique et social. Et à mon avis, c'est là-dessus que le gouvernement doit pouvoir concentrer ses efforts. Donc il est temps de passer à autre chose. Il faut qu'on examine ce texte de loi, puis après on essaye de revenir sur les problèmes économiques et sociaux, qui d'ailleurs ne nous attendent pas, parce que comme vous l'avez signalé, la crise c'est tous les jours, Petroplus c'est immédiatement, et donc ces problèmes sont pendants. Sur le mariage gay, pour être clair, est-ce que vous êtes 100% pour, vous ? J'ai beaucoup réfléchi. Vous voyez, au départ, j'étais de ceux qui pensaient que ce que l'on avait fait avec le Pacs était suffisant. Un certain nombre d'amis m'ont convaincu pour le mariage. Mais par contre, sur la PMA, la gestation pour autrui, je pense qu'il y a des bornes qu'il faut marquer. Où est-ce que vous les situez, vous, personnellement? Alors, donc vous êtes pour le mariage gay, et contre la PMA et le GPA, on s'arrête là pour moi. On s'arrête là, définitivement. Voilà, oui, je crois que ça permettrait justement de désamorcer un certain nombre de critiques, de gens qui disent « mais ce n'est qu'un premier pas, demain on ira plus loin ». Et par exemple, la critique que fait Sylviane Agacinski
sur la gestation pour autrui, en disant attention de ne pas faire en sorte que demain il y ait un nouvel esclavage féminin qui naisse au sein de notre pays, c'est une critique quand même qu'il faut entendre et qui a à mon avis beaucoup de poids. Et vous entendez aussi les critiques sur la procréation médicalement assistée qui ne doit pas être ouverte aux couples de lesbiennes. Donc si je vous entends bien, vous êtes sur cette ligne-là, c'est clair. Je suis sur le mariage, point. Très bien. Et demain, vous pourriez en procéder d'ailleurs à ces cérémonies dans votre mairie de Lyon. Vous le ferez vous-même? Le maire de Lyon ne marie pas. Bon, ça se passe dans les arrondissements. Ouais. Vous êtes privé de ça alors? Eh oui, on ne marie pas, vous voyez. Contrairement au maire de Paris qui a quand même encore cette latitude, mais non? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ça doit être dans les mairies d'arrondissement également à Paris. Néanmoins, comme maire, est-ce que vous auriez été favorable à la liberté de conscience qui avait un temps été évoquée par François Hollande, qui finalement a changé d'avis? D'ailleurs, l'amendement a été rejeté par les députés. De la liberté de conscience pour les des maires. Oui. Je crois qu'un certain nombre de maires se feront représenter par leurs adjoints. Ça ne posera pas de problème. Bien sûr, il faut appliquer la loi. Ensuite, chacun est libre de se faire représenter, ce qui se passera à mon avis. Oui. Alors, Gérard Collomb, Jean-Luc Mélenchon était à votre place il y a tout juste une semaine et il accuse le gouvernement, non pas de se tromper de priorité, lui, mais enfin quand même de mener une politique sociale libérale. Est-ce qu'il dit vrai ? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quelle politique voudrait mener Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a un certain nombre de réalités qui, aujourd'hui, sont devant nous. Le fait que la France a perdu de la compétitivité par rapport aux autres pays, compétitivité coût, compétitivité innovation. Il n'est qu'à voir, par exemple, les deux grandes marques nationales de voitures, quelles difficultés elles connaissent aujourd'hui pour s'apercevoir qu'il faut évoluer rapidement, sauf à connaître des problèmes plus douloureux encore. Donc très bien. Alors la priorité, ce ne sont pas les sujets de société, c'est la compétitivité, pour vous. C'est ce qui crée l'économie et donc ce qui crée la richesse. À partir de là, ce qui peut permettre de redistribuer aux Français. Vous savez, moi je me souviens toujours, c'était lorsque j'étais jeune député, en 1986, dans un de mes quartiers. Une habitante m'avait dit, Monsieur Collomb, vous êtes là depuis 6 ans, mais qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie quotidienne? Eh bien moi, ma préoccupation, elle est toujours... Qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne des gens? Et donc, ils attendent qu'économiquement et socialement, eh bien, notre pays puisse aller de l'avant. Alors, vous êtes en phase avec tous les discours du moment quand même, Gérard Collomb, parce qu'on l'entend, ce mot compétitivité, il revient notamment, bien sûr, en arrière-fond de l'accord qui a été signé entre le patronat et une partie des syndicats, dont la CFDT, donc l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Est-ce que vous dites aujourd'hui aux salariés qui sont menacés par des plans sociaux qu'ils doivent faire des efforts pour sauver leur emploi, accepter par exemple un gel de leur salaire quelque temps, accepter de travailler plus longtemps? Et je crois... Si vous dites oui, vous tenez ce discours de vérité? Je tiens le discours, il faut que nos entreprises évoluent. Je ne parle même pas des entreprises qui sont en crise sociale grave, dont pour certaines on ne sait pas comment effectivement on peut les sauver aujourd'hui. Il ne faut pas justement attendre ce type de situation. Il faut faire évoluer les entreprises. Donc, pour qu'elles puissent évoluer, ça veut dire qu'à un moment donné, elles doivent accepter les salariés. Attendez, elles puissent licencier, mais que de l'autre côté, on puisse assurer la sécurité personnelle des salariés. Les Danois, les Scandinaves ont fait ça, et c'est bien à la fois... Et c'est bien à la fois consenti. Et c'est bien à la fois pour les entreprises et en même temps pour les salariés. D'accord, qui doivent donc consentir des efforts. D'ailleurs, Arnaud Montebourg, qui était dans votre ville il y a une journée, il le dit d'ailleurs, il faut accepter des efforts mesurés pour sauver son emploi. Mais c'est le discours de vérité. Les salariés, ils sont prêts. Moi, vous voyez, j'ai une entreprise qui s'appelle Véninov sur Vénissieux. Les syndicats, la CGT, la CFDT, ont accepté un certain nombre d'efforts. Bon, ils espèrent simplement que la réciproque sera vraie du côté des dirigeants d'entreprise. La réciproque, c'est de sauver l'emploi et de remplir le carnet de commandes. François Hollande avait annoncé durant sa campagne, Gérard Collomb, une loi contre les licenciements boursiers, ou en tout cas qui ne sont pas justifiés économiquement. On n'en parle plus ? On s'est aperçu sans doute que c'était un peu plus difficile parce que vous voyez, quand on est dans une grande entreprise, à mon avis, il y a des pans de l'entreprise
qui peuvent être extrêmement porteurs et donc qu'il faut développer, d'autres par contre qui deviennent obsolètes. Vous savez, moi mon histoire, j'ai commencé à être élu dans un arrondissement, 9e arrondissement de Lyon, c'était Vèze, industriel, désindustrialisation, fermeture de sites. Je sais ce que c'est que d'être confronté à ce genre de situation. Et pour les résoudre, il faut essayer d'innover, de développer les industries de l'avenir. C'est ce que j'ai fait dans ce quartier, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise. Bercy, aujourd'hui, cherche toujours à résoudre le casse-tête de la taxe à 75%, ce qui nous ramène d'ailleurs à la campagne électorale de François Hollande. Il avait sorti cette mesure pour essayer de faire obstacle à Jean-Luc Mélenchon qui montait. Est-ce que vous dites aujourd'hui il faut tourner la page et abandonner cette idée ? Je suis totalement en accord avec un livre qu'a fait Philippe Aghion, grand économiste de gauche, qui s'appelle « Réformer l'État ». Et il montrait dans ce livre que la Suède, à un moment donné, avait taxé beaucoup les entreprises et que le produit même des recettes avait diminué parce qu'évidemment il y avait un peu d'évasion entrepreneuriale qui faisait que les gens désertaient la Suède. Donc à un certain moment donné, il faut effectivement maîtriser l'impôt de manière à pouvoir booster l'économie. En termes clairs, ça veut dire on oublie cette taxe à 75% qui... Moi je n'en ai jamais été un très grand partisan. Et je l'ai dit dès l'époque. Oui, mais aujourd'hui... Je suis toujours en accord avec ce que je disais il y a quelques temps. D'autant plus maintenant que la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel. J'avais écrit un livre, vous vous en souvenez, il y a un an et demi, qui s'appelait « Si la France s'éveillait ». Un certain nombre de choses que j'analysais dans ce livre, qui à l'époque semblaient un peu hétérodoxes aux yeux d'un certain nombre de mes amis. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu la réalité et qu'un certain nombre de thèses, aujourd'hui, réapparaissent et on est confronté à la réalité, obligé de changer. Il vaudrait mieux le faire avant qu'après. Vous estimez avoir encore plus raison aujourd'hui de dire qu'il ne faut pas s'encombrer de cette taxe à 75% qui pèse sur l'image internationale de la France. Je ne le formulerai pas. Mais j'essaie de le formuler à votre place, Gérard Collomb. Oui, j'ai bien compris. Mais essayez, si vous voulez, je vous interviewe. D'accord. Je me souviens de votre livre d'il y a un an. Bon, d'accord. Gérard Collomb, vous aviez des mots très durs contre certains écologistes jusqu'aux boutistes. Oui, vous aviez affirmé des choses. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais j'en ai beaucoup qui veulent effectivement continuer avec notre équipe parce qu'on s'est marié. Économie et écologie, et je pense que c'est la clé de l'avenir. Alors, et Jean-Vincent Placé estime aujourd'hui que relancer par exemple l'idée d'explorer, d'exploiter même les gaz de schiste serait franchir une ligne rouge, et là, eh bien, il n'y aurait plus de ministre écologiste dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'a demandé Jean-Marc Ayrault, qui me semble assez raisonnable, c'est qu'en tout cas, on se donne la possibilité d'étudier les choses et d'aller au bout des analyses scientifiques. Les écolos, ils disent non, on ne va pas chercher de nouvelles énergies fossiles. Non, mais je crois qu'ils veulent le faire, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas ne pas avoir d'énergie du tout. L'énergie nucléaire, j'ai cru comprendre que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait faire d'après mes amis écologistes. Le gaz de schiste non plus. Après, on nous dit qu'il faut faire le gaz naturel. Il se trouve que l'on n'en a pas et donc on est obligé de l'importer de Russie, ce qui nous met extrêmement dépendants énergétiquement. Est-ce que c'est cela que l'on veut? Vous dites non. Non. Très bien. Alors je le disais tout à l'heure, vous tenez à conserver votre double casquette de sénateur et de maire, en contradiction donc avec la volonté de François Hollande d'en finir avec le cumul des mandats. On va en parler tout de suite avec Suzette Bloch de l'agence France-Presse, mais d'abord on présente ce front du refus sénatorial et socialiste. Un sujet signé François Gonin. François Rebsamen et Gérard Collomb. Ils incarnent le noyau dur de la résistance. Les deux sénateurs socialistes mitraillent depuis des mois pour défendre le cumul des mandats. Et ils affûtent leurs arguments. Pour représenter les collectivités locales, il faut être soi-même un élu local, assure-t-il. Seul problème, le maire de Lyon et président de l'agglomération n'est pas des plus assidus au Palais du Luxembourg. Il serait même dans la liste des cancres. Il l'avoue lui-même. C'est exact, je ne suis pas un des plus présents parce que je suis maire de Lyon. Cet absentéisme parlementaire fait grincer des dents dans le groupe socialiste et notamment celle du défenseur de la réforme, Jean-Pierre Sueur, ancien cumulard repenti. Quand il a présenté son dossier de grand stade, eh bien une fois ou l'autre, il a dû retourner à Lyon et il m'est arrivé de défendre les amendements qu'il avait présentés. Il est impossible d'être présent à temps plein au Sénat
et d'exercer à temps plein la mission qui est la sienne. C'est matériellement impossible, c'est tout. François Hollande a fixé un cap, la loi sera votée avant la fin du quinquennat, mais le flou persiste sur la date d'application, un flou qui fait grogner les élus aux multiples casquettes. Les élections municipales de 2014 approchent et faire passer une telle réforme avant le scrutin serait, selon eux, se tirer une balle dans le pied. Un parti qui joue contre ses élus mène son parti à l'échec aux élections suivantes. Tout le monde comprend bien que c'est souvent par le cumul que nous avons gagné des postes, on va gagner des majorités. Parce que la crédibilité des élus sur le terrain, elle s'acquiert au fur et à mesure des mandats qu'on exerce. À ce jour, ils sont 81 sénateurs socialistes à ne pas respecter le non-cumul adopté par leur parti. Et lors du vote dans l'hémicycle, ils pourront pour une fois compter sur les voix de la droite. Voilà, avec donc M. Collomb, Suzette Bloch de l'agence France Presse qui est avec nous. Suzette, bonsoir. Bonsoir Gérard Collomb. Bonsoir. Alors on a vu, là, les sujets de société ne sont pas une priorité pour vous. Alors pour vous, le cumul des mandats, c'est un sujet de société alors? Non, pour moi, je ne pense pas que ça soit effectivement une priorité. Je vais vous expliquer ma position, parce qu'évidemment un peu schématique. Allez-y. Moi, je pense que si on voulait faire une réforme profonde de nos institutions, il faudrait reprendre ce qu'est, par exemple, en Allemagne, la distinction entre le Bundestag et le Bundesrat. Vous savez, le Bundesrat, c'est... Là, c'est déjà discuté. Vous permettez? C'est les présidents de région. Et on ne leur demande pas de venir, et la critique de mon ami Sueur était d'une certaine manière à la fois justifiée, mais en même temps très peu pertinente.